Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été 2024. Nous sommes en Avignon sur les bords du Rhône. Sur la rive gauche, derrière moi, Avignon. Et sur la rive droite, nous sommes à Villeneuve. Villeneuve dont on dit que c'est Philippe IV le Bel qui a fait construire cette cité. Au XIIIe siècle, une question se pose pour le royaume de France. Comment affirmer sa puissance le long de la frontière du Rhône face à la papauté? Le roi Philippe IV le Bel a la solution, la construction d'une tour au bout du pont d'Avignon, mais également d'une forteresse royale, d'une abbaye et d'un bourg. Une cité neuve, d'où Villeneuve. Mais nous verrons également la Chartreuse, dont on dit qu'elle fut en son temps la plus vaste de France. Puis nous finirons par les jardins remarquables du Fort Saint-André. Villeneuve-les-Avignon est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. Nous partons de la tour Philippe IV le Bel, qui, nous l'avons vu dans les épisodes précédents, était l'autre extrémité du pont d'Avignon et avait pour vocation de monter la garde à la frontière entre le royaume de France et l'empire des papes d'Avignon. Ce donjon forteresse, édifié au XIIIe siècle, possède de très belles salles voûtées et offre un superbe panorama sur le Rhône et Avignon. Nous arrivons à la collégiale Notre-Dame de Villeneuve. Elle fut construite entre 1327 et 1333 sur les terres du neveu du pape Jean XXII. À l'intérieur, nous apprenons qu'à l'origine, le chœur n'était pas à l'est comme aujourd'hui, mais avait la particularité d'être orienté à l'ouest. Accolés à la collégiale se trouvent le prieuré et le cloître. Laissons la collégiale, empruntons quelques rues et allons visiter la Chartreuse. Bâtie à partir de 1352, sur les fondations d'un palais que le nouveau pape Innocent VI possédait du temps où il était cardinal. En 1352, Innocent VI est donc élu le 199e pape de l'Église catholique et le 5e pape dit d'Avignon. Il impose des réformes au sein du clergé et redresse les mœurs de l'Église. La Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon traduit la rupture avec l'opulence de ses prédécesseurs. À sa mort, en 1362, il est inhumé dans l'une des chapelles du monastère. Si l'on parle d'Innocent VI, profitons-en pour admirer les peintures de la chapelle des Fresques. Elles retracent la vie de Jean-Baptiste et sont l'œuvre de Matteo Giovannetti, cet artiste qui a peint celle que nous avons vue au Palais des Papes. Allons voir la cellule du père Chartreux. Elle représente son ermitage, son lieu de réclusion, son espace de travail et de prière. Et c'est dans ces modestes pièces qu'il passe la plupart de son temps. Pour bien comprendre la vie de Chartreux, il nous faut connaître Bruno le Chartreux. Fils d'un jeune marchand de Cologne, il devient le chancelier de l'archevêque de Reims, mais droit et honnête, Bruno veut être à Dieu seul.
Alors, en 1084, il part pour le massif alpin de la Grande Chartreuse, y élabore la règle des Chartreux, faite de solitude, de liturgie et de travail manuel. Nous venons d'entrer dans le petit cloître. Frais et lumineux, faisant partie du premier ensemble de la Chartreuse, il donne accès à la salle capitulaire. C'est ici que se tenait le chapitre des pères. La particularité d'une chartreuse est que la salle du chapitre est close, contrairement à d'autres abbayes où cette même salle est ouverte sur le cloître. Traversons maintenant le grand cloître pour visiter les salles destinées aux servitudes. Nous voici dans la bugade, terme venant du provençal grande lessive. Cette salle est équipée d'un grand puits et d'une cheminée pour faire bouillir l'eau. Au-dessus de la bugade se trouve la prison. Elles étaient fréquentes dans les Chartreuses. On y enfermait les pères qui ne respectaient pas les règles, sortir sans autorisation, arriver en retard à l'office ou encore le manque d'isolement. Le reste des constructions, et notamment le cloître Saint-Jean, seront poursuivis par le neveu d'Innocent VI, Pierre Selvat de Montirac, cardinal de Pampelune. Au centre se dresse la rotonde, arrivée bien après l'ère d'Innocent VI, car elle date de la fin du XVIIe siècle. Surplombant l'abbaye, sur les hauteurs du mont Adaon, se trouve le fort Saint-André. Comme la tour sur les bords du Rhône, il répond au besoin de marquer la frontière voulue par Philippe IV le Bel. Sa construction, après sa mort, dans les années 1360, comprend une enceinte fortifiée de 750 mètres de long et des courtines percées d'archères supportant un chemin de ronde. Le châtelet d'entrée, également appelé châtelet royal, est composé de 2 tours jumelles portant fièrement leur ceinture de machicoulis. Le châtelet était principalement les appartements du gouverneur, son administration et la prison. Nous pouvons encore observer des graffitis, témoignages des prisonniers. Le châtelet abritait également les servitudes, avec notamment cette salle du four à pain, et des salles voûtées comme la salle du viguier, siège de la cour de justice. À l'intérieur de l'enceinte, c'est le bourg Saint-André, dont il ne reste aujourd'hui que quelques maisons, et la chapelle Belvézé. Elle reflète la sobriété du style provençal à la fin du XIIe siècle. Dans
l'enceinte du fort Saint-André se trouvent des jardins remarquables, les jardins de l'abbaye Saint-André. Ce sont plusieurs jardins de styles différents, dont voici le premier, le jardin italien. Sortie du jardin italien, nous voilà aux voûtes. Elle date du XVIIe siècle et supporte les terrasses dont nous avons une vue imprenable sur la ville d'Avignon et le palais des papes. Ici, il y a fort longtemps, dans une grotte vécut Casari. Et depuis le XIe siècle, une chapelle lui est dédiée. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre journée à Villeneuve-lès-Avignon, qui, selon nous, est culturellement indissociable de la ville d'Avignon.